On a créé la société Bolero il y a un peu plus de 4 ans maintenant, avec une mission très simple, c'est de créer la place de marché pour investir dans la musique la plus liquide possible, afin de favoriser l'indépendance des créateurs et démocratiser une nouvelle classe d'actifs pour des investisseurs qui seraient en recherche de rendements récurrents. Donc à l'heure où on se parle, on a un petit peu plus de 20 000 clients. Quelqu'un qui a envie de tester Bolero, avec juste quelques euros, il peut tester Bolero. En plus de 2 ans et demi, on a versé 10,6% de rendement brut annuel. C'est peut-être le rendement le plus pur qu'on puisse trouver sur le marché, parce que ce rendement émane directement des performances commerciales des morceaux, sur plus de 15 sources de revenus. Tu dirais, c'est quoi un peu les conseils de base pour investir dans Bolero ? Aujourd'hui, pour refaire un parallèle avec la bourse, on est plutôt là pour proposer le CAC 40 de la musique aux investisseurs que des jeunes artistes en développement. Jul a rempli un Stade de France, Nino a rempli un Stade de France, DJ Snake a rempli un Stade de France. Et quand vous détenez des droits musicaux sur les chansons qui sont interprétées en live, vous percevez du rendement sur la recette de la billetterie. Il faut que les gens aient conscience qu'aujourd'hui, la musique génère plus d'argent aujourd'hui qu'elle n'en générait avant, à l'époque du disque. La totalité du catalogue de Pink Floyd s'est vendue pour 400 millions de dollars. Il génère 50 millions par an de revenus flat passifs. Nous, notre thèse avec Bolero, c'est aussi de dire, dans un futur très proche, il y a une nouvelle source de revenus qui va apparaître, qui va être le rendement de l'IA pour les ayants droit de droits musicaux. Ça, je te fais une petite exclue. Bonjour William, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien Cash. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui pour parler de Bolero, donc ta plateforme qui permet d'investir dans la musique, donc un sujet un peu original. Je te rappelle un peu le concept d'Entretien Cash. Nous, l'objectif, c'est vraiment, je pose des questions vraiment comme un investisseur lambda qui voudrait investir dans Bolero, dans la musique, et qui se questionne, qui se dit est-ce que c'est fait pour lui ou pas. Donc comme ça, l'objectif, c'est on aborde un maximum de sujets et qu'à la fin, les gens puissent se dire ok, allez, je me lance avec Bolero, ou non, finalement, ça me correspond pas, ou pas forcément tout de suite. Ok ? Très clair. Merci de me recevoir, Adrien. De rien, avec plaisir. Alors, question classique pour commencer. Effectivement, Bolero, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que tu as créé comme plateforme d'investissement pour les gens qui ne connaîtraient pas déjà ? Ouais, écoute, avec plaisir. On a créé la société Bolero il y a un peu plus de 4 ans maintenant, avec une mission très simple, c'est de créer la place de marché pour investir dans la musique la plus liquide possible, afin de favoriser l'indépendance des créateurs et démocratiser une nouvelle classe d'actifs pour des investisseurs qui seraient en recherche de rendements récurrents. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté sur la musique ? Tout simplement parce que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, le secteur du private equity et les entreprises établies du secteur ont déjà été très actives sur les transactions liées à des catalogues de droits musicaux, et on aura le temps de revenir dessus. Néanmoins, c'est un marché qui est quand même assez opaque, qui fonctionne de manière assez différente d'une région à l'autre. Et donc nous, notre ambition, c'est de dire, si demain on crée une infrastructure ouverte aux investisseurs particuliers, aux investisseurs professionnels, qui va venir apporter du standard et de la transparence dans ce marché, on va pouvoir faire rentrer davantage de liquidités au profit des créateurs, tout en préservant leur indépendance. Et de l'autre côté, on va pouvoir venir ajouter les droits musicaux dans des allocations d'actifs qui vont venir apporter de la diversification et aussi de la décorrélation. Ok. Donc, pouvoir permettre aux investisseurs institutionnels comme particuliers, finalement, d'acheter des parts de morceaux de musique. Et donc, quand tu dis les créateurs, voilà, ça va être tous les chanteurs, les groupes groupes de musique de manière générale, etc. De manière très simple, la proposition de valeur, c'est investissez dans la musique que vous écoutez ou que vos proches écoutent. Donc nous, aujourd'hui, on va travailler au contact d'artistes, de producteurs, d'éditeurs qui sont propriétaires des droits musicaux et qui vont venir lister leurs droits, donc sous forme de titres de créance ou d'obligations, afin de mettre à disposition du marché l'actif en tant que produit d'investissement. Et donc l'idée, elle est née il y a 4 ans. Avec mon associé qui est le CTO à l'origine, on s'est lancé avec une ambition d'aller vraiment purement sur du B2C, et au fur et à mesure du temps, on a vu que les professionnels s'y intéressaient beaucoup, et que même si des gros noms comme KKR, Blackstone ou même JP Morgan ont aujourd'hui des véhicules dédiés aux droits musicaux, c'est des véhicules qui sont difficiles d'accès, qui sont assez confidentiels. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si demain on fait rentrer des millions d'investisseurs, particuliers et pros, dans ce marché? Et qu'est-ce qui se passe si, en plus de ça, cet outil va venir apporter du leverage aux artistes? Donc on est vraiment sur un
comme on aime bien le présenter, on crée un pont entre culture et finance, deux univers qui se parlent pas beaucoup. Et on fait simplement en sorte que ce pont serve les intérêts de manière équilibrée des deux parties prenantes. Ok. Effectivement, je pense que la finance, on la voit plutôt souvent faire du mécénat, on va dire, pour la culture, en tout cas, que l'imaginer investir directement. En parlant de ça, tu as dit, voilà, tu permets d'investir dans la musique qu'on écoute, les acteurs qu'on aime bien. Pour le coup, moi, je suis par exemple mécène au Théâtre des Champs-Élysées. J'aime bien la musique classique. Et donc, j'ai un rapport à la musique. Enfin, j'écoute pas que de la musique classique. J'écoute aussi du rap type IAM, NTM, un peu les anciens. Old quoi. school, boom bap. Exactement. Voilà, moi, forcément, j'ai quand même déjà un peu regardé la plateforme Bolero. J'ai l'impression que aujourd'hui, pas nécessairement retrouver tout de suite justement les genres musicaux que j'écoute plus fréquemment. Tu peux donner un peu quelques exemples de quels sont les artistes qui sont disponibles aujourd'hui sur la plateforme et aussi éventuellement qu'est-ce que vous avez un peu dans le pipe et justement en quoi ça permettrait de lier complètement l'investissement passion et investissement financier et donc voilà, de retrouver un peu tous les acteurs qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Écoute, je trouve que c'est une super question parce que c'est vrai que quand on évoque le sujet de Bolero et de l'investissement dans la musique, le premier réflexe intuitif serait de se dire je vais lier ma passion pour la musique ou bien les artistes que j'écoute au quotidien à mon portefeuille. Aujourd'hui, on a deux types de clients qui se distinguent sur Bolero. On a d'un côté les clients qui effectivement vont aller investir dans des morceaux qu'ils écoutent, qu'ils aiment, et donc ils vont s'amuser à streamer leur portfolio d'une certaine manière. Et de l'autre côté, on a des investisseurs qui, eux, sont beaucoup plus froids, beaucoup plus, je dirais, guidés par l'aspect financier de l'actif et qui, eux, ne vont pas suivre leur goût, mais vont simplement suivre le marché et les tendances de marché sur la musique. Je te donne un exemple concret. On a listé récemment le catalogue d'une star de l'afropop qui s'appelle Davido, qui est un artiste établi à l'international, qui cartonne. On a des investisseurs qui ont décidé d'investir dans son catalogue, qui était mis en place par son éditeur, parce que il croit beaucoup au genre afropop, à l'audience basée au Nigeria et sur la croissance du Nigeria. Tu vois, donc tu peux avoir différentes approches. Pour traduire ces deux comportements-là en pratique d'investissement, et ça je le rappellerai peut-être plusieurs fois dans l'épisode, mais évidemment c'est jamais un conseil d'investissement et ça comporte des risques. Mais on a des investisseurs qui vont venir déployer du capital dans ce qu'on a appelé des song shares. Des song shares, c'est un format d'actif qui permet d'investir à l'échelle d'un morceau en particulier. Donc, je vais venir concentrer mon investissement dans une chanson spécifique, ce qui veut dire que mon investissement, son rendement, va être directement découlé des performances de ce morceau-là. Okay. Ou bien, je peux aller déployer mon capital dans ce qu'on a appelé les catalog shares. Et là, les catalog shares, c'est, comme son nom l'indique, un ensemble de morceaux. Donc là, avec un actif, je vais m'exposer à des centaines ou des milliers de morceaux. Et donc, ça apporte encore plus de diversification by design. Et dans ces catalogues-là, on peut retrouver plusieurs artistes, parfois des dizaines, parfois des centaines. Et donc, on va aller toucher parfois des audiences qui sont plus variées. Donc, ce qui permet de s'exposer finalement peut-être à la musique d'un pays en particulier, d'une région, à un genre musical dans son ensemble, ou bien parfois, et ça c'est l'aspect curation qu'on aime bien faire avec le département musique qu'on a aujourd'hui chez Bolero, c'est l'aspect un peu curation où on va suivre des catalogues de labels ou d'éditeurs qui sont par exemple extrêmement reconnus et établis sur un genre musical ou sur un style. Ils ont construit un catalogue pendant 10 ans, 15 ans et en fait l'investisseur va pouvoir investir là-dedans. Donc voilà, song shares, catalog shares, il y en a pour toutes les pratiques. Le plus important, c'est simplement de se dire que c'est un actif alternatif qui permet de faire de la diversification. Vous allez percevoir des rendements tous les trimestres ou tous les semestres, qui est peut-être, on aura le temps d'en reparler, mais comme j'aime bien le dire, c'est peut-être le rendement le plus pur qu'on puisse trouver sur le marché, parce que ce rendement émane directement des performances commerciales des morceaux, sur plus de 15 sources de revenus. Donc c'est vraiment, je dirais, là pour venir compléter les allocations des investisseurs, et si possible, cherry on the cake, venir en prendre un petit peu de plaisir et, comme je le disais tout à l'heure, constituer un portfolio qui est un peu représentatif de ses goûts musicaux. Parce que si je fais un petit peu un parallèle avec l'univers financier, on va dire classique qu'on connaît, j'ai envie de dire le song share, c'est un peu l'action. Et donc, tu vas aller faire ton stock picking,
allez, j'ai envie d'acheter du Tesla, du Nvidia, du LVMH. C'est ça. Et le catalogue share, ça va être un peu ton ETF où tu vas essayer d'aller prendre directement plusieurs actions d'un coup, ou on va dire un fonds d'investissement qui a lui-même sa stratégie. On pourrait faire un peu ce parallèle, quoi. Exactement. À la seule différence qu'un ETF by design, sa composition sous-jacente va évoluer, tandis qu'un catalogue, la composition est fixe, Ouais. c'est vraiment un panier de morceaux. Tu me demandais de citer quelques exemples. Aujourd'hui, on a plus de 360 artistes référencés sur la plateforme. On a listé un peu plus de 4000 chansons, donc soit à travers des catalogues, soit à travers des songshares. Concrètement, aujourd'hui, vous pouvez très bien investir à la fois dans une œuvre qui s'appelle Pookie, qui est interprétée par Aya Nakamura, qu'on a listé le soir de la cérémonie de Paris 2024, et ça avait fait beaucoup de bruit, donc c'était top. Comme vous pouvez investir dans les morceaux de Jul, ou peut-être dans des morceaux un petit peu plus proches de la pop ou de la variété française, Barbara Pravi, Attic, voilà. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On commence aussi à avoir nos premiers catalogues internationaux, et donc ça on en est très fiers. Donc là j'ai parlé de Davido, mais il y a aussi d'autres artistes établis internationaux que les clients ou les curieux, je dirais, pourraient retrouver sur la plateforme. En tous les cas, nous, on a une approche horizontale du marché, ce qui signifie que quand on sélectionne un catalogue ou des chansons qui vont être listées et disponibles à l'investissement, on va vraiment être guidé simplement par l'aspect financier et l'aspect pertinence culturelle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Parfois, les gens ont tendance à croire qu'investir dans la musique, ça se rapproche du crowdfunding, où en fait, je vais aller soutenir des artistes en développement. Nous, on a décidé de ne pas prendre cet angle-là. Aujourd'hui, pour refaire un parallèle avec la bourse, on est plutôt là pour proposer le CAC 40 de la musique aux investisseurs que des jeunes artistes en développement. Donc, dans tous les cas, les œuvres que vous allez retrouver sur Bolero, c'est des œuvres qui ont été passées au crible fin par notre équipe et qui ont validé 2 conditions. Première condition, c'est une pertinence culturelle et commerciale à plus de 15 ans, puisque quand on investit dans la musique, ça peut être à court terme, mais ça peut être aussi à long terme. On a des investisseurs aujourd'hui qui se constituent une forme de rente perpétuelle à travers ces actifs-là. Et la deuxième condition qu'ils ont validée, c'est un rendement initial annuel compris entre 8% et 20%. Ok. Ouais, donc des niveaux de rendement en tout cas. Point important. Qui peuvent être non garantis, j'imagine. C'est non garanti, et je préfère le dire maintenant vu que là j'ai parlé de chiffres. Nous, de manière historique, en plus de 2 ans et demi, on a versé 10,6% de rendement brut annuel à nos clients. En revanche, ce rendement est effectivement variable, donc il va varier selon les performances commerciales des morceaux. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est prédire au mieux. Comment on prédit ? On a un modèle de data qui nous permet de projeter l'évolution des performances des morceaux dans le temps. Et donc, on est capable de dire, à cette valorisation-là, le morceau ou le catalogue va aller chercher X% de rendement à 10 ans, 15 ans. Donc, c'est pour ça que je parlais d'intervalle de rendement. C'est un point vraiment important. Non, mais c'est vrai que si je prends plus ma casquette, on va dire investisseur, que ma casquette personne qui aime la musique, c'est vrai que c'est aussi cohérent. T'évoquais Jul. Voilà, moi, Jul, typiquement, c'est pas du tout le genre d'artiste que j'écoute. En revanche, j'ai déjà lu des articles dans la presse qui expliquaient que voilà, c'est un peu une bête de production avec des albums qui sortent tout le temps et qui cartonnent. Et forcément, le mec, il est au top des plateformes de streaming. Bon, ben, en fait, voilà, si tu prends l'aspect financier froid, je me dis, bah oui, Jul, ça fait du sens parce que s'il y a des millions de personnes qui l'écoutent, bah, il gagne de l'argent. Donc, si j'investis dans ces titres, je gagne de l'argent. Si je fais un parallèle un peu... Enfin, si je pars dans une direction un peu opposée, c'est pas parce que je suis fan de ukulélé, si personne écoute ce genre de titre, ça me rapporte rien et d'un point de vue financier, c'est pas très pertinent, quoi. Mais libre à chacun de faire ses stratégies. Encore une fois, nous, le positionnement qu'on a aujourd'hui, c'est que on est une infrastructure technologique, donc on est là pour fournir l'infrastructure. Les émetteurs, ce sont soit les sociétés des artistes, les éditeurs, les producteurs, c'est eux qui vont émettre les titres de créance ou les obligations. Et donc derrière, c'est libre à chacun en fait de construire ses propres stratégies. Pour rebondir sur l'exemple de Jul, tu parlais que c'était une machine à produire, etc. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un artiste établi. C'est peut-être le Johnny Hallyday d'une génération plus jeune. C'est quand même un artiste qui remplit des stades. Et on a de plus en plus d'artistes comme ça qui remplissent des stades. Là, sur
Donc là, on est au début de l'été 2025. Sur les dernières semaines, Jul a rempli un Stade de France, Nino a rempli un Stade de France, DJ Snake a rempli un Stade de France. Et quand vous détenez des droits musicaux sur les chansons qui sont interprétées en live, vous percevez du rendement sur la recette de la billetterie. Et donc, c'est aussi ça qu'on va aller chercher. C'est qu'on va aller chercher de la performance à travers des œuvres qui ont le potentiel d'être jouées en live. Donc, c'est vrai que ça va nous intéresser quand une œuvre est reliée à un interprète qui a la capacité de souvent se produire sur scène. Alors, tu évoquais les recettes de billetterie, je pense que ça fait une bonne transition. Moi, dans les rendements que tu évoques, Ouais. à un moment, tu as dit, je crois, à peu près 15 sources de revenus possibles. Comme c'est une industrie forcément que tout le monde ne connaît pas dans le détail, ça vient d'où un peu ces revenus? Si j'achète un Songshare chez Bolero et que je reçois, moi j'en ai quelques-uns, je crois que je vais en avoir peut-être une petite dizaine. Donc je vois, j'ai des revenus qui tombent, je crois, tous les trimestres. Mais ces revenus, donc, ils viennent de... D'où concrètement ils viennent d'où? C'est une super question. Et en fait, ce qui nous amuse beaucoup dans l'aventure Bolero, et ça fait plus de 4 ans aujourd'hui, mais ce qui nous amuse beaucoup, c'est quand effectivement les gens découvrent comment fonctionne l'industrie. Et en fait, la musique, parfois, comment dire, l'approche médiatique tient à souligner le fait que beaucoup d'artistes sont dans une situation précaire, ce qui est vrai. Mais néanmoins, quand tu fais partie du top de la pyramide des artistes, tu n'es pas du tout dans une situation précaire. Donc je vais vous citer les sources de revenus. Mais globalement, quand on possède des droits musicaux ou des obligations des titres de créance adossés à des droits musicaux, on va capter des revenus issus du streaming, évidemment. Toutes les plateformes de streaming mondiales, de Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, voilà, on va collecter partout. Vous allez percevoir des revenus issus de la radio, du cinéma, de ce qu'on appelle la synchronisation, qui est très lucrative, qui consiste à placer des chansons dans des films, des pubs, des séries. Vous allez percevoir sur les diffusions publiques, quand vous faites vos courses au supermarché, il y a de la musique, c'est pareil, ça génère des revenus. D'accord. Quand parfois vous appelez, je sais pas moi, votre comptable, votre plombier, il y a une petite musique d'attente. C'est pareil, ça génère des revenus. Vous allez percevoir aussi sur l'utilisation qui est faite dans les cafés, hôtels, restaurants, boîtes de nuit, qui doivent reverser en fait une partie de leur chiffre d'affaires à la SACEM. Donc, il y a 15 sources de revenus. Ça offre en fait aussi de la diversification dans les sources. Et nous aussi, ce qu'on va aller chercher quand on va valider des actifs pour être listé sur Bolero, c'est une polyvalence dans les sources de revenus. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on va aller chercher quand même des catalogues qui génèrent aussi bien du revenu en live que sur le streaming, que sur de la vente physique, c'est-à-dire qui vendent du vinyle, quoi. Et pour nous, c'est important parce que plus une œuvre ou un catalogue est polyvalente, plus le potentiel d'acquisition de nouvelles audiences est aussi important, et plus du coup le revenu futur est prévisible. Voilà. Ok. Non, intéressant, effectivement, c'est pas un milieu qu'on a l'habitude de creuser dans le détail, donc intéressant de découvrir tout ça. D'ailleurs, autre aspect lié au fait que ça soit quand même relativement nouveau, tu vois, quand tu investis en SCPI, on sait directement investissement de long terme, 8 ans, 10 ans, etc. Tu sais que c'est de l'immobilier, tu as quand même quelques repères. Toi, des premiers clients que vous avez, du recul que tu as sur ton produit, tu dirais c'est quoi un peu les conseils de base pour investir dans Bolero, que ça soit aussi bien en diversification, en montant à louer, c'est quoi l'approche à avoir, sachant que voilà, tu nous connais un peu chez Financero, on est plutôt approche finance personnelle de manière globale, approche quand même plutôt sérieuse, patrimoniale. Donc voilà, on sait qu'on va chercher du risque, mais aussi de la diversification et tout. Donc voilà, c'est quoi un peu la façon intelligente d'investir avec Bolero selon toi? Ta question est hyper tricky, puisque je ne suis pas habilité à faire du conseil, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou même d'un point de vue compétence. Donc ça, le conseil pur et dur, je le laisserai à des conseillers en gestion de patrimoine ou des family office, ou bien à Financero. Mais moi, l'indicateur que je peux donner aujourd'hui aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est le droit musical est un actif alternatif. Donc il doit venir s'imbriquer dans une allocation. C'est-à-dire que
il n'est pas là pour capter tout le patrimoine de quelqu'un. Donc ça, c'est le premier point. Il vient s'imbriquer dans des stratégies de diversification. Le second point, c'est il faut décider à des moments clés la stratégie, en tout cas l'approche du marché qui vous paraît la plus pertinente. Donc soit vous êtes là pour en faire un investissement passion, et dans ce cas-là, vous utilisez Bolero pour déployer du capital dans des morceaux que vous écoutez vraiment au quotidien, et il y a ce truc cool qui est, à chaque fois que vous écoutez la chanson, que vos amis l'écoutent, ou que les playlists sont écoutées dans le monde entier, vous vous dites c'est cool, ça me rapporte du rendement. Ou bien vous avez une approche vraiment purement financière, donc c'est-à-dire pas investissement passion. On est dans la diversification, on est dans la décorrélation, et donc on va les déployer dans la musique parce que la musique est si stable et prédictible que elle va m'apporter de la stabilité et de la quiétude, notamment par les temps qui courent ou en temps de crise. Après, il y a le sujet évidemment de la liquidité. Nous, aujourd'hui, on organise les liquidités via tableau d'affichage. Donc, ça veut dire que chaque investisseur est libre de mettre en vente ou de racheter à d'autres investisseurs les parts qui sont disponibles sur le marché. Aujourd'hui, selon les positions que vous allez avoir, ça va mettre plus ou moins de temps. Nous, notre but, notre mission au quotidien, et on est beaucoup à travailler là-dessus, c'est de rendre l'actif le plus liquide possible. Donc, ce que je peux dire, c'est que ça sera plus liquide qu'une SCPI, parce qu'il n'y a pas un immeuble à vendre, il n'y a pas un appartement à vendre, mais ce n'est pas aussi liquide que la bourse. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de market maker. Donc voilà, il faut juste être conscient de ça. Un risque qui est important quand même et qu'il faut toujours savoir mentionner, c'est le risque inhérent au marché. Si demain Spotify disparaît, Apple Music disparaît, c'est pas près d'arriver, mais si jamais ça disparaît, on perd une grosse part quand même de rendement. Et il y a aussi le sujet de l'impact du cycle artistique de l'artiste sur ses œuvres. Le point quand même que j'aimerais souligner là-dessus, et c'est assez récent, c'est un point dont on ne parlait pas il y a 4 ans, mais on en parle beaucoup maintenant, c'est aussi le potentiel lié à l'IA. Je ne veux pas rentrer dans le buzzword, parce que je trouve qu'on en entend trop parler. Par contre, il faut savoir que investir dans de la propriété intellectuelle, c'est aussi investir dans la couche de connaissances qui sert à entraîner des logiciels d'IA. Donc si on imagine de manière que ce soit avec une approche science-fiction ou avec une approche très rationnelle le futur, on pourrait imaginer que dans 10 ans, il y a beaucoup de chansons générées par l'IA, ou même d'artistes IA. Le fait est que ces chansons générées par l'IA et ces artistes IA, pour pouvoir proposer des contenus originaux, ils auront dû s'entraîner sur des bases de connaissances qui sont liées à la propriété intellectuelle qui est existante. Donc, nous, notre thèse avec Bolero, c'est aussi de dire, dans un futur très proche, il y a une nouvelle source de revenus qui va apparaître, qui va être le rendement de l'IA pour les ayants droit, de droits musicaux. Après, effectivement, et comme tu dis, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais d'un autre côté, comme l'IA crée à la fois du contenu, mais s'appuie sur du contenu passé, il paraîtrait que, en tout cas, il y a des articles qui sont sortis récemment disant qu'il y a déjà tellement de contenu géré par l'IA qu'en fait, qu'on commence à avoir une baisse de qualité, on va dire, dans les réponses, parce qu'en fait, il y a des IA qui s'auto-entretiennent et donc finalement, ça fonctionne pas, puisqu'il faut plutôt avoir du contenu de qualité de base qui est généralement du contenu créé par des humains. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer même sur la musique, si tu t'entraînes à un instant T et que tout est saturé et que les IA s'entraînent par du contenu d'IA, tu finis par écouter toujours la même chose. Et je pense que tout le monde, si tu écoutes toujours le même morceau, au bout d'un moment, tu en as juste marre. Et ce qui va t'intéresser, justement, ça va être la nouvelle pépite, le nouveau style musical qui t'interpelle. Mais donc, Après, il y a des cycles. Nous, ce qu'on aime bien dire aussi chez Bolero pour en fait, faire de l'éducation liée aux droits musicaux, il faut que les gens aient conscience qu'aujourd'hui, la musique génère plus d'argent aujourd'hui qu'elle n'en générait avant, à l'époque du disque. Pourquoi ? Parce qu'à l'ère du digital, il y a des revenus récurrents. Donc je vais pas vendre un CD une fois, en fait je vais continuellement vendre. Et quand quelqu'un vient streamer un morceau sur une plateforme de streaming, quand il appuie sur play, en fait il loue le morceau. Donc il y a des gens qui louent en continu comme ça toutes ces chansons. Et il y a aussi des nouvelles audiences. En fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on est propriétaire, en tout cas quand on est exposé au rendement des droits musicaux, on s'expose aussi au rendement des nouvelles audiences.
Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui découvrent Michael Jackson, qui découvrent Barry White, qui découvrent des artistes un peu iconiques du XXe siècle. Donc c'est des nouveaux auditeurs qui vont venir apporter justement de la consommation récente. Il y a aussi les pays émergents. Il y a plein de pays aujourd'hui, que ce soit du côté de la région asiatique, donc soit la PAC, que ce soit le Middle East, aujourd'hui qui se mettent à écouter des catalogues d'œuvres qu'ils n'écoutaient pas avant. Donc des catalogues américains, des catalogues français, des catalogues UK. Donc il y a ce potentiel de croissance. L'industrie musicale a réussi à renaître de ses cendres après la phase de piratage qu'elle a connue. Les plateformes de streaming ont beaucoup œuvré et ont réussi à passer ce cap-là. Et aujourd'hui, l'industrie musicale fait une croissance à plus de 10% par an. Goldman Sachs sort un rapport tous les ans qui s'appelle Music in the Air. Et pour les curieux, je vous invite vraiment à aller le lire, c'est hyper passionnant. Et donc chaque année, Goldman Sachs fait ses prévisions de croissance et de chiffre d'affaires pour la musique et décompose ça par vertical. Donc le live, le streaming, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Goldman Sachs prévoit plus de 50% de croissance sur l'industrie musicale à horizon 2035. Donc ça prouve qu'il se passe quelque chose, qu'il y a beaucoup de croissance à aller capter. Et enfin, j'ajouterais ça, nous, ce qui nous a passionnés et nous a donné beaucoup d'enthousiasme quand on a construit cette entreprise et qu'on a voulu développer ce marché, c'est qu'aujourd'hui, le droit musical, c'est le seul ou l'un des seuls actifs qui génère du rendement de manière récurrente, prédictible et qui n'est pas palpable, qui n'a pas de frais d'usure, qui n'a pas de frais d'entretien, qui n'a pas de frais de gestion. Donc c'est pour ça que je disais en introduction, c'est peut-être le rendement le plus pur qu'on puisse trouver sur le marché. Ok, donc si je résume, effectivement, donc, un investissement qu'on va mettre dans la catégorie des placements alternatifs. Donc forcément, moi, si j'essaie de mettre un peu des quantités dessus, ça va être dans la poche, on va dire, des 10% de son patrimoine qu'on va chercher à diversifier pour aller chercher voilà, un autre type de rendement, un autre type de risque. Et de l'autre côté, effectivement, des perspectives quand même intéressantes, en tout cas, à la fois sur ce qui s'est passé dernièrement sur l'industrie musicale, certains grands noms. Alors évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais donc Goldman Sachs qui donne des perspectives plutôt intéressantes et donc typiquement investir via Bolero permettrait sur une partie de son patrimoine de s'exposer à ce potentiel de croissance si jamais il se réalise, quoi. Exactement. Ok. Top. Tu parlais également à la fin des frais. Et donc tu dis effectivement il n'y a pas de frais d'entretien ou de gestion, etc. J'imagine quand même que Bolero doit gagner de l'argent quelque part. C'est mieux. Voilà, sinon vous n'allez pas exister longtemps, mais ça fait déjà 4 ans, donc c'est déjà pas mal. Du coup, peut-être pour expliquer justement pour ceux qui investissent via Bolero, où est-ce qu'ils vont avoir des frais prélevés ? Alors, les frais aujourd'hui, nous on se rémunère, on a deux grandes sources de revenus qui ne sont pas à la charge de l'investisseur ou de l'utilisateur final. Nos deux grandes sources de revenus, c'est le revenu share avec l'artiste ou l'éditeur, celui qui va venir en fait, lister ou utiliser notre technologie pour pouvoir émettre ses actifs. Donc c'est transparent pour l'utilisateur. Globalement, on prend une commission sur le montant qui est levé par l'émetteur. Et on va garder 3% de toutes les royalties qu'on collecte. C'est une partie très importante de notre infrastructure aujourd'hui. C'est qu'une fois que le titre de créance, l'obligation est listé sur notre marché, nous, on va faire ce travail de collecte auprès des organismes de gestion collective. Donc le plus connu en France, c'est la SACEM, mais il y en a dans chaque région, ASCAP, BMI pour les US, PRS pour le UK. Donc on va faire ce travail de collecte. Et on va le faire aussi auprès des labels, des distributeurs. Donc pour rémunérer ce travail-là, on va garder 3% de tout ce qu'on collecte. Okay. Sur la partie secondaire, il peut y avoir des frais qui s'appliquent en fonction des ventes qui sont faites tout simplement. Donc l'utilisateur final peut retrouver entre 2 et 2,5% de commission, enfin de frais globalement, sur sa vente. Ok. Alors évidemment, mon portefeuille, qui n'est qu'un petit portefeuille, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de passer plus de temps encore en investissement côté Bolero, mais voilà, j'avais quelques lignes, mais ça se compte en dizaines d'euros. Mais voilà, je voulais tester, et c'est vrai que mine de rien, sur un peu plus d'un an, j'ai regardé à environ 25% de performance. Donc après, ce qu'il faut voir aussi.
avec de la plus-value latente. Voilà. Oui. La performance tient compte de la plus-value Alors, il y a une latente. partie réalisée, une partie latente. Il y a un peu des deux. Ah, t'as vendu? Ok, d'accord. Je savais pas. Il y a une partie où j'ai vendu un petit peu. Ok. Une partie aussi, du coup, qui vient de toute façon des royalties, des rendements, donc qui là est plus acté. Et, bravo. Mais donc, voilà, c'est aussi pour essayer de donner un exemple. Encore une fois, voilà, le portefeuille, en plus, il n'y a que des song shares dedans. C'est quelque chose qui forcément est propre à celui que j'ai construit. Mais voilà, il y a juste histoire que ça donne une petite idée. D'ailleurs, je sais pas, c'est peut-être des stats que tu as de votre côté. Est-ce que vous avez un peu un rendement moyen ou on va dire une échelle de rendement sur les investisseurs que vous avez en portefeuille, que les gens se donnent une idée En fait, comme je te disais, en actifs, tous confondus, depuis le début de l'aventure Bolero, on a versé en moyen pondéré 10,6% de rendement brut annuel. Sur les catalogues, ce rendement annuel moyen, il est un peu plus élevé, il est à 12,7%. Encore une fois, attention, c'est un rendement variable. Et aujourd'hui, donc à l'heure où on se parle, on a un petit peu plus de 20 000 clients individuels, donc particuliers. Et sur ces clients-là, aujourd'hui, on est à des valeurs de portefeuille qui sont à un petit peu plus de 1 000 euros. En gros, la valeur moyenne du portefeuille. On est sur du 120 à 140 euros de panier moyen par transaction sur les particuliers. On est à beaucoup plus sur les professionnels, donc plusieurs dizaines de milliers. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, chaque format d'actif répond à des demandes particulières. Et donc, typiquement, on a des pics de performance. On a des utilisateurs qui ont des performances à plus de 30% sur l'année, mais parce qu'ils ont fait des investissements concentrés, donc c'est-à-dire sur des song shares en particulier. Et parfois, ils ont fait des bons paris où ils ont eu du flair, puisqu'ils ont acheté les song shares d'un morceau avant qu'il soit placé dans un film. Et donc, au moment où ça a été placé dans un film, ça a généré plus de rendement. Ils ont eu de la chance aussi, puisque parfois, il y a des song shares qui ont eu une trend sur TikTok. Je pense à un morceau de Jul encore. Alors, on va pas parler que de Jul, mais c'est le premier qui me vient en tête. Il y a une œuvre qui s'appelle Courtoisie, du coup, qui est interprétée par Jul, qui est passée en tendance sur TikTok en 2024, alors que le morceau était sorti il y a 3 ans et était déjà stable sur son niveau d'écoute. C'est un peu la bonne surprise, quoi. Voilà, et bonne surprise. Le niveau d'écoute a fait x150 en l'espace de 1 mois et demi. Et donc, de facto, le rendement a explosé. Donc voilà, il y a plein de petits coups comme ça à faire. Ça explique les niveaux de performance qui peuvent être très élevés. Mais voilà, nous, on préfère transmettre surtout des chiffres qui sont conservateurs. C'est clair. On parle de rendement, puisque la performance dépend de la gestion du portefeuille de chacun. On a beaucoup de clients, pour le coup, qui investissent et ne regardent plus. Donc, ils viennent tous les trimestres, ils viennent tous les mois, ils regardent un petit peu ce qu'il y a sur le marché, ils font leur choix, mais ils ne viennent pas veiller au quotidien ou monitorer au quotidien leur portefeuille. Ils sont vraiment dans une logique de long terme. Ils se disent, je me constitue mon portefeuille de droits musicaux petit à petit, de sorte à, comme ce que je te disais, me créer une rente sur 5 ans, 10 ans ou même de manière perpétuelle. Et parce que là, effectivement, tu parles de rendement, et donc il y a les rendements qui viennent des revenus des morceaux. Mais sur le côté plus-value, puisque effectivement il y a ce marché secondaire, on peut revendre. Alors moi il me semble, je crois avoir fixé mon prix si je me rappelle bien de mémoire, et donc voilà, si j'ai un acheteur à ce prix-là, du coup je lui vends mon song shares et j'ai une plus-value. Donc toi les chiffres que tu évoquais là, 10,6% par exemple, c'est vraiment le rendement hors plus-value, quoi, c'est ça? Exactement. Okay. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est important de le souligner, étant donné qu'on sait que la musique, c'est nouveau, on sait que parfois, ça peut être un peu drivé par l'émotion ou drivé de manière vraiment très froide, peu importe, mais aujourd'hui, on a fait du rendement l'indicateur central de l'expérience Bolero. Pourquoi? C'est parce que la musique, c'est les goûts et les couleurs. Donc en fait, parfois, c'est pas facile, à part si on s'y connaît bien, d'arbitrer est-ce que tel artiste, il est en train de péter, est-ce que tel artiste, il est en downfall. En vrai, on n'en sait rien. Donc, on a créé cet indicateur de rendement et on l'a vraiment, il est affiché partout, sur tous les actifs. Et c'est notamment cet indicateur qui organise de manière assez organique, finalement, le marché secondaire, puisque quand tu vas ouvrir un ordre de vente ou un ordre d'achat, en fonction du prix que tu décideras de mettre, on va te donner des indicateurs, on va te dire, voilà le prix moyen, voilà le last price, et surtout, on va te donner, peu importe le prix que tu vas mettre en input, on va te donner le rendement équivalent. Donc, grosso modo, si tu veux être liquide et si tu veux que ton actif, tu le vendes vite,
il suffit de mettre en vente à un rendement équivalent aux alentours de 10%. C'est la norme, enfin c'est un peu le repère classique pour tout le monde sur la plateforme. Par contre, si tu décides d'essayer de faire x3 et que du coup le rendement affiché équivalent à ton prix de vente, c'est 2%, oui, tu vas pas sortir. Donc c'est aussi une manière d'organiser de manière assez organique la liquidité du secondaire. D'accord. Et là, d'ailleurs, on a parlé de cette liquidité pour les song shares, mais pour les catalogues shares, donc, ce qu'on disait un peu, c'est équivalent des ETF, on va dire, côté musique. Est-ce que ça se passe un peu de la même manière quand... Déjà, c'est le prix des catalogues shares, peut-être pour avoir une idée, est-ce que c'est... Alors, en fait, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, on va avoir des song shares, donc des morceaux à l'unité qui peuvent valoir entre 5 000 euros jusqu'à 150 000 euros le morceau. Alors que sur les catalogues, en général, on va être sur des valorisations qui commencent à 700 000, 800 000 euros le catalogue et qui peuvent monter à X millions. Donc, je te donne un exemple. Hein. Alors ça, c'est pas sur Bolero, ne vous enflammez pas. Mais par exemple... 50% du catalogue de Michael Jackson s'est vendu pour 600 millions de dollars en 2024. La totalité du catalogue de Pink Floyd s'est vendu pour 400 millions de dollars. Il génère 50 millions par an de revenus, flat, passif. Donc, en fait, d'un artiste à un autre, d'un label à un autre, d'un éditeur à un autre, grosso modo, d'un catalogue à un autre, on a des échelles de prix qui sont complètement variées. Nous, dans tous les cas, la part de propriété que je vais avoir, donc le titre de créance, l'obligation, on va toujours les mettre sur le marché entre 5 et 10 euros pour que ça reste accessible et que tout le monde puisse participer. Et donc c'est ça, donc vous avez des catalogues shares, donc la valeur globale vaut bien plus généralement que les song shares, mais ça c'est normal puisque un catalogue shares on agrège plus. Mais en revanche, vous avez toujours une segmentation, on va dire, de ces catalogues-là qui font qu'une part, ça va être aux alentours de 5-10 euros. Et donc finalement, même pour résumer, quelqu'un qui a envie de tester Bolero avec juste quelques euros, il peut tester Bolero et voir un peu comment ça fonctionne et quitte à aller plus loin derrière. Quoi. Exactement. Ok. D'ailleurs, tu avais évoqué aussi le fait que ça fonctionne avec des titres de créance ou des obligations. Ouais. Ce qui m'amène aussi à parler un petit peu régulation, parce que évidemment, on aime bien, nous, chez Financero, être sûr aussi que voilà, on travaille avec qu'on investit chez des personnes sérieuses, si possible, réglementées par l'AMF ou en tout cas le régulateur qui est approprié. Parce que, mine de rien, ça permet quand même d'être sûr que voilà, les choses sont à peu près cadrées. Vous, comment ça se passe justement? Vous êtes régulé par l'AMF, par une structure c'est quoi un peu Est-ce que vous avez une catégorie? Parce que crowdfunding, on a PSFP, vous êtes tellement unique que j'imagine qu'il n'y a pas de... Non, malheureusement, on ne rentrait pas dans les clous du PSFP, surtout que le PSFP te limite à 5 millions d'euros par offre, ce qui n'est pas du tout adapté en fait à notre marché. Non, donc nous, pour le moment, on est parti sur un plan en 2 temps. Donc là, on est sur un plan où on n'a pas d'agrément. En revanche, on travaille avec des prestataires de paiement qui, eux, sont agréés. Okay. Donc c'est eux qui gèrent les fonds. Nous, on ne conserve aucun fonds, on ne gère aucun actif. On est vraiment juste là pour fournir l'infrastructure. Et donc, dans ce cadre-là, les obligues et les titres de créance qu'on va proposer, ça va être soit du placement privé, donc limité à 150 investisseurs, soit sinon, ça va être de l'offre au grand public dans la limite de 8 millions d'euros avec le dépôt d'indices auprès de l'AMF. Quand je dis 10, pardon, c'est document d'information synthétique. Donc on opère dans ce cadre aujourd'hui. Ça nous permet de sortir quand même beaucoup de catalogues et de réussir à faire de l'acquisition. À tel point qu'aujourd'hui, on est leader quand même sur notre marché en Europe. Donc on est super content. L'ambition demain, c'est d'aller vers un modèle encore plus poussé où là, effectivement, à l'échelle de l'Union européenne, on aimerait pouvoir avoir vraiment un rôle de broker-trader où en fait on va au-delà du simple placement privé et on va sur une logique de place de marché dans le vrai sens du terme. Donc simplement c'est progressif. Donc aujourd'hui, placement privé, offre au grand public dans la limite de 8 millions d'euros par catalogue. Voilà. Ok. Non, mais en tout cas, c'est déjà bien bordé et puis effectivement après avec des perspectives potentiellement intéressantes. En fait, au bout d'un moment, si tu veux grossir, tu es obligé d'aller plus loin. Et on est même en train de travailler, ça je te fais une petite exclue, mais on est aussi en train de travailler sur des produits encore plus grand public qui viendraient, qui seraient peut-être distribués à travers des canaux encore plus traditionnels. Okay. J'en dis pas plus. Écoute, on a hâte de voir ça. Il suffira de nous suivre pour savoir ce qu'on réserve. En tout cas, moi, je suivrai. Alors, du coup, ça donne un indice aussi quand on parle d'obligations et de titres de créance, mais
Peut-être si tu peux donner aussi le fonctionnement de la fiscalité, du coup, qui va être associé au son de chasse. D'ailleurs, j'ai envie de dire aussi bien côté rendement qu'en cas de plus-value. Oui, alors après, ça va dépendre de la situation de chacun. Encore une fois, je suis pas habilité à donner des conseils fiscaux, mais globalement, c'est PFU, un prélèvement forfaitaire unique, donc flat tax, sur les reventes. Et sur le rendement, bah, ça va dépendre en fait s'il y a du réemploi qui est fait, donc si c'est redistribué ou si c'est rebasculé sur le compte bancaire. Dans ce cas-là, il faudra aussi passer par la case flat tax. Ok. Après, ça Ok, donc dépend. Aujourd'hui, la on a grande classique flat tax. grande classique. Après, aujourd'hui, on a aussi bien des clients qui investissent avec leur personne morale, d'autres qui investissent avec leur personne physique. Donc, en fonction aussi de ce qui est choisi, c'est pas les mêmes fiscalités qui s'appliquent. C'est pour ça que je disais, je préfère Oui, pas- non, mais c'est sûr que la situation est différente pour chacun, mais voilà, c'est que, en tout cas, que tous les investisseurs particuliers, on va dire lambda, aient une idée, on va dire, de la sauce. De la sauce fiscale qui les attend. Ok, mais effectivement, bon, la flat tax, c'est quand même du très classique. Ok. Il y a un autre aspect aussi, d'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai découvert Bolero finalement via des échanges aussi avec un incubateur Web3. Donc, plutôt tout ce qui va être, pour ceux pour qui ça ne parlerait pas, le Web3, ça va être justement tout l'univers de la blockchain, de la crypto. Et donc ça, si je me trompe pas, c'est aussi parce que le fonctionnement technologique, on va dire, de la plateforme Bolero, il y a une partie où vous appuyez sur la blockchain. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quel est le rationnel derrière? Qu'est-ce que ça apporte éventuellement pour l'investisseur? Voilà, parce que d'un autre côté, j'ai envie de te dire, quand on suit l'actualité en ce moment, on voit des JP Morgan, plein de banques américaines justement qui se lancent sur les stablecoins. On a les ETF Bitcoin d'un côté. Ouais, D'un côté, c'est quand même, c'est un peu, voilà, quand même très tendance côté finance de s'appuyer de plus en plus sur la blockchain, avec aussi des acteurs comme Société Générale, voilà, qui avec SG Forge qui sont dessus. Vous, finalement, avec même un peu d'avance, quel était le rationnel pour vous derrière l'usage de la blockchain et d'ailleurs à quel moment ça rentre en jeu pour les investisseurs chez Bolero, quoi? C'est une super question. En fait, il y a deux éléments clés qui ont fait qu'on s'est penché sur cette technologie très tôt. Et aujourd'hui, on l'a complètement abstrait. Donc, ce qui signifie que, ça c'est pour éviter de faire peur aux gens qui nous écoutent. Ah, mais je confirme, vraiment, pour avoir utilisé Bolero, que c'est Il n'y a pas besoin de c'est assez comprendre, invisible, quoi. voilà, c'est assez invisible. Nous, on s'en sert aujourd'hui pour assurer la circulation des flux et des actifs. Et donc, pourquoi? Les trois éléments que je vais citer. Premier élément, c'est la rapidité des flux et les faibles coûts qui y sont associés. Si demain, si en fait, vous deviez percevoir vos créances que par des flux bancaires, je serais obligé de demander en fait des minimums d'investissement très élevés pour que les portefeuilles soient assez importants et de ce fait-là que le virement bancaire soit rentable, entre guillemets. Là, aujourd'hui, grâce à la blockchain, je peux faire des micro-paiements. Donc, je peux faire circuler de la valeur pour beaucoup moins cher. Donc, que ce soit le versement de rendement d'un investisseur qui a déployé 2 millions d'euros ou que ce soit un investisseur qui a déployé 100 euros, ça me coûte le même prix de lui verser son rendement. C'est quand même déjà un vrai sujet. Second sujet, c'est l'aspect, je dirais, presque philosophique, mais aussi l'aspect décentralisé du modèle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Comme je l'ai précisé, on ne détient pas les actifs pour le compte de tiers. Donc, chaque utilisateur est propriétaire de son actif, ce qui signifie que si demain Bolero disparaît, ce qui n'arrivera pas, mais si jamais il se passe quelque chose de pas bien, et ça fait partie des risques auxquels on pourrait penser, l'investisseur reste propriétaire de ses actifs. Donc simplement, ça va être un petit peu plus compliqué d'aller collecter les rendements et ça sera moins fluide. Mais voilà, c'est vraiment, vous êtes propriétaire vraiment de votre actif. Et enfin, le troisième sujet, qui est tout de même important pour nous, c'est la possibilité de s'ouvrir à d'autres marchés où en fait aujourd'hui, vu qu'on ne se limite pas aux monnaies d'État classiques, donc euros, dollars et pounds, et donc vu qu'on est capable nous aussi d'accepter les investissements en stablecoin, ça nous ouvre aussi une part de marché sur tout simplement les parties prenantes du marché des actifs digitaux, qui aujourd'hui ont beaucoup de liquidités, qui cherchent souvent à se protéger des fluctuations qui sont extrêmement fortes et très risquées sur l'univers des cryptos, et donc qui parfois vont venir se hedger avec un peu de droits musicaux, et parfois ils vont faire une double alloc. Donc ils vont dire, pour X euros investis en crypto, je vais mettre Y euros dans les droits musicaux. Voilà. C'est toujours pas un conseil en investissement. Ok. Non, merci, c'est très clair.
va arriver un peu vers la fin là, de cet entretien cash. Donc on va passer sur nos 2 questions rituelles. Allez. La première, la classique, étant justement, tu as créé ton produit. On voit que tu es quand même un passionné de musique. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, à titre perso, donc on n'est pas sur le conseil d'investissement pour les autres, mais toi, à titre perso, combien tu as investi dans des Songshares ou catalogue shares de Bolero, si tu peux nous partager ça. Alors, très peu, voire pas du tout. Et pour la simple et bonne raison, enfin, en tout cas, à mes yeux, elle est bonne, que déjà, sur Bolero, tout est transparent. Donc, moi, j'ai un compte qui est public. Donc, en fait, le moindre mouvement que je fais, c'est un signal qui est énorme pour le marché. Parce que si demain, en fait, le CEO de la boîte se met à trader tel actif plutôt que tel actif, en fait, ça envoie des signaux. Donc, déjà, je ne veux pas créer ça. Donc, je me limite énormément. Peut-être que je le fais de manière anonyme, du coup, ou en tout cas cachée. Mais en tout cas, voilà, mon profil public, il ne se passe rien. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que Bolero, c'est une aventure entrepreneuriale qui a commencé début 2021, dans laquelle je mets toute mon énergie et tout mon temps et toutes mes ressources. Et donc, je considère que le temps n'est pas à la constitution d'un patrimoine pour moi qui va être ultra diversifié. Mon patrimoine, ma vie, c'est Bolero, et donc tout passe dedans. Oui, ce qui est quand même assez classique aussi dans la vie d'un entrepreneur. C'est ça. De quand même consacrer le maximum de ses ressources au début. Donc c'est vrai que comme vous êtes encore relativement jeune, même si ça prend un bon chemin, c'est tout à fait on est jeune, mais logique. c'est vrai qu'au bout de 4 ans, tu vois, on a 4 exercices comptables, on est enfin rentable aussi, donc c'est des sujets qui sont importants pour nous. Enfin, c'est des milestones importants en tant qu'entrepreneur. Moi, après, full disclosure, je me suis quand même un petit peu penché sur mes finances personnelles à l'origine. C'est aussi ça qui m'a donné le goût pour la fintech et pour les produits financiers, puisque avant d'être entrepreneur, j'étais salarié. Et donc, je m'étais constitué un petit portefeuille, globalement une assurance vie, un PEA, et je déploie sur des valeurs soit ETF ou soit un tout petit peu de stock picking via le PEA, mais c'est sur des valeurs auxquelles je crois pour les 10 prochaines années. Donc, c'est-à-dire que je fais aucun arbitrage, je mets et j'oublie. Ok. Et d'ailleurs, ça fait un peu le lien sur la dernière question qu'on a, c'est est-ce que, là justement, on va peut-être pas rester sur ce que tu as déjà, mais est-ce que en dehors de Bolero, il y a un type de placement aujourd'hui qui te fait un peu vibrer, où tu te dis justement, si ça commence à redécoller et à te redonner un peu des marges de manœuvre, c'est quoi le prochain placement que tu aimerais réaliser à titre perso qui te fait un peu vibrer, quoi? C'est une excellente question, ça. Alors, est-ce que j'ai le droit de répondre en 2 points ou pas? Ouais, vas-y. J'ai 2 réponses parce que du coup, ça va dépendre de ce qui se passe et de la conjoncture. Il y a mon côté entrepreneur où en fait, c'est quand même un projet Bolero qui a été soutenu par des actionnaires qui ont été clés pour nous, que ce soit des actionnaires qui sont issus de l'industrie de la musique ou de l'industrie de la tech ou des VC. Donc, je sais à quel point c'est clé aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises. Donc, moi, ça pourrait me tenter d'un moment de faire un peu de VC ou du business angel. Donc, investir en equity, des petits tickets pour aussi apporter le côté smart money et donc redistribuer l'expérience que j'ai compilée avec Bolero. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien faire. Et la deuxième chose, c'est pourquoi pas, parce que je trouve ça excitant, mais bon, je pense que c'est un peu risqué, c'est faire un peu de secondaire sur du PE. Donc, typiquement, aller chercher des belles valeurs. Là, en ce moment, tout le monde parle de OpenAI et SpaceX. Bon, c'est vrai que si tu avais pu faire du secondaire sur du OpenAI et SpaceX il y a 4-5 ans, belle martingale, quoi. Donc ça m'intéresse parce que, bon, in fine, les fonds thématiques, c'est déjà fait. La musique, en fonction de comment Bolero se développe, j'y viendrai aussi. Et puis, moi, tu sais, in fine, quand on a imaginé Bolero, on a imaginé le produit parfait pour nous. Avant de demander beaucoup de feedback et avoir des milliers d'utilisateurs, c'était si moi je dois déployer mon capital dans la musique, j'ai envie d'avoir quoi? J'ai envie de vivre quelle expérience? Donc ça, j'y viendrai aussi. Ok. Très bien, très bien. Écoute, on arrive au terme de l'épisode. Moi, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et de décrypter un peu ce nouveau type d'investissement qui est quand même assez excitant, je trouve. J'espère que ça sera suffisamment clair et que tout le monde aura la curiosité d'aller plus loin. Financero fait partie des rares acteurs qui nous ont mis en lumière au début de l'aventure. C'était un moment important pour nous, donc j'étais hyper content qu'on commence à collaborer ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment l'approche froide et rationnelle.
En fait, voilà, comme je te le disais avant qu'on enregistre cet épisode, nous, notre but, c'est de créer un outil, une infrastructure qui est utilisée par toutes et tous. Libre à chacun de faire ses choix, mais c'est déjà une super nouvelle de savoir que ça existe, que c'est possible et que ça peut être intéressant. Yes. Non, ravi de vous avoir accompagné au début, en tout cas. Et puis, de toute façon, comme j'ai dit, moi, j'ai testé. Et puis, vu les premières performances que j'ai eues, je pense que j'augmenterai aussi un petit peu. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de tester pour Bolero, on a, si je me rappelle bien, 10% qui sont offerts sur le premier achat, 10% de réduction sur le premier achat sur Bolero. Donc, n'hésitez pas, on vous met le lien en description. Sur le marché primaire, je tiens à préciser. Sur le marché primaire. Donc sur les nouveaux catalogues qui sont listés. Ok. Donc voilà. Si jamais l'épisode vous a plu, vous voulez justement découvrir des nouveaux types d'investissements, n'hésitez pas à mettre un petit like pour aider cette vidéo à émerger. Abonnez-vous, comme d'habitude aussi, sur notre chaîne YouTube pour recevoir tous les nouveaux épisodes. Comme on l'a dit aussi, parce que nous, on ira voir. Et si vous avez des questions, il y a des choses que vous avez envie d'approfondir, moi, j'irai voir directement dans les commentaires et je répondrai. Ben voilà, exactement ce que j'allais dire. On a abordé pas mal de sujets, mais forcément, quand on est sur un sujet nouveau, on a dû aborder peut-être la surface de l'iceberg, mais il y a peut-être des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, effectivement, n'hésitez pas à mettre les en commentaire. Et puis, comme ça, on s'attellera à répondre à tout ça. Mais voilà, franchement, encore une fois, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode. Et donc, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Entretien Cash. Merci Adrien, à bientôt tout le monde.